Merci pour cette introduction, merci au SnowCamp de m'accueillir pour cette présentation. C'est parti. Alors, quelle est la particularité de l'intelligence humaine? À la base, je voulais parler d'intelligence artificielle et des frustrations que j'ai par rapport à la perception un peu de mon métier, et perception même qui est partagée par des collègues qui sont très proches de mon métier. Et je me suis aperçu que en fait, le problème, il venait pas tellement de la perception de l'intelligence artificielle, mais il venait plus de la perception de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un cursus de machine learning, donc en fait, on m'a appris à simuler des comportements intelligents sur des machines, mais à aucun moment dans mon cursus, j'ai étudié l'intelligence de référence. En tout cas, pour l'instant, la seule intelligence de référence qu'on ait, c'est l'intelligence humaine. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont eu des cours de psychologie et d'intelligence humaine. Voilà, bon, j'ai vu une ou deux mains se lever. On voit jamais l'intelligence de référence, c'est l'intelligence humaine, et en fait, on n'en a qu'une connaissance, on va dire, qui est personnelle, qui est un peu peut-être des idées communes, des référents populaires. Mais moi, j'avais jamais vu. Donc, je me suis intéressé un peu après à toutes ces choses-là, et je me suis dit que en fait, c'était plus de ça qu'il fallait que je parle. Voilà. Donc, je vais vous raconter d'abord deux petites anecdotes qui vont un peu justement expliquer pourquoi j'en suis venu à me poser cette question. On va voir ensuite s'il existe un critère pour démarquer l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle. J'ai choisi ce terme de démarcation, on verra à la fin pourquoi. Et puis donc justement, on va conclure. Alors, je commence par cette première anecdote. Donc chez Wizbee, on classe, entre autres, on fait des classifications d'offres d'emploi. C'est-à-dire qu'on va crawler des offres d'emploi sur des sites carrières. Et parfois, on ne sait pas si l'offre d'emploi, c'est une offre pour un dev, pour un comptable, pour quelqu'un qui travaille au marketing. Et un jour, il y a cette offre d'emploi qui est passée dans mon système, et mon système l'a étiquetée comme une offre, je crois, de marketing. J'ai un collègue qui vient me voir et me dit ton système, il n'est pas intelligent. Voilà, il ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est évident, c'est une offre pour travailler dans la restauration. D'accord ? Alors je suis malhonnête, j'ai caché un mot. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, le whooper. Donc c'est ça ce mot. Effectivement, quand on sait ce que c'est le whooper, donc ce que savent à peu près, je pense, tous les humains qui sont dans cette salle, on sait que le whooper, c'est le burger emblématique du Burger King, et donc ça c'est une offre d'emploi pour être équipier chez Burger King. Donc ça intéresse beaucoup notre cible, qui sont des jeunes étudiants, et donc c'est un job étudiant qui est très recherché. Donc oui, ça serait bien qu'il soit bien classé celui-là. Mais ma machine, elle ne connaît pas le whooper. Et c'est la première fois que m'est venue cette idée de dire je vais prendre ça au pied de la lettre. Si ne pas connaître le whooper, c'est un critère d'intelligence ou de bêtise, et essayons de l'appliquer, en fait, tout bêtement, à des humains. Et je vous propose de sortir là, à la gare, vous prenez la première personne un peu âgée qui passe, vous lui demandez ce que c'est le whooper. Elle ne saura pas non plus. D'accord ? Et donc, on ne peut pas utiliser ça comme critère pour dire ce qui est intelligent ou ce qui n'est pas intelligent. Voilà, donc c'était un peu ma première frustration. Donc ça, on va dire, c'était un collègue qui est pas développeur, qui je travaille souvent, mais qui n'est pas développeur. Donc voilà, je me dis, ok, il se rend peut-être pas bien compte de ce qu'on fait. Voilà. Mais je vais vous montrer un deuxième exemple, qui est plus symptomatique pour moi. Alors, c'est un extrait d'un livre. Pour l'instant, j'ai mis que les initiales. Je vous dirai après qui sont S et Y. Lors de la première publication, donc ça c'est S qui parle, lors de la première publication sur le jeu de Go, j'ai pensé que cela représentait un tournant pour l'humanité. J'ai dit à tout mon labo, c'est une date historique et je continue à penser qu'il s'agit d'un événement extraordinaire. Toute cette ligne de travail sur le Go est impressionnante et intéressante. Donc là c'est Y qui parle. Mais je pense que finalement, ces problèmes ne sont pas aussi compliqués qu'on le pensait. Et S qui conclut, chaque fois que l'intelligence artificielle avance, on dit que ce n'était pas un vrai problème. Donc là on a S qui est plutôt enthousiaste des progrès que fait le machine learning, le deep learning même, dans le cas du jeu de Go. Et Y, lui, il trouve ça un peu banal, finalement, en fait, comme les échecs, en fait. Quand on a battu les échecs, après on a dit, non, finalement, le next step, c'est le jeu de Go. Et finalement, le jeu de Go non plus, c'était pas une étape si difficile que ça à franchir. Alors, je vais vous dire maintenant qui sont S et Y. S, c'est Stanislas Dehaene. C'est le titulaire de la chaire de psychologie cognitive au Collège de France. Donc c'est une référence française et même une référence mondiale de psychologie cognitive, donc c'est un expert de l'intelligence humaine. Y, c'est Yann LeCun, donc c'est le chef de l'intelligence artificielle chez Facebook. Donc tout ça, c'est un dialogue qui est relaté dans un livre qui s'appelle « La plus belle histoire de l'intelligence ».
Voilà, ça se lit vraiment très vite, et c'est un dialogue entre les deux qui est arbitré par Jacques Girardon. Et donc celui qui est enthousiaste, c'est le spécialiste de l'intelligence humaine, et celui qui est sceptique, c'est le spécialiste de l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc en fait, il y a un peu ce symptôme-là, je trouve, de diminuer un peu ce que fait l'intelligence artificielle, et c'est un sentiment que je ressens souvent quand je parle avec des développeurs. Voilà. Alors, ça, ce serait, on va dire, une situation théorique idéale, telle qu'on aimerait qu'elle existe. Hein, c'est que finalement l'intelligence humaine elle soit bien au-dessus de l'intelligence artificielle, qu'on arrive à les séparer clairement. D'accord ? Alors il y a d'autres situations, voilà, il y en a qui la voient un peu comme ça, c'est-à-dire qu'un jour l'intelligence artificielle va nous dépasser, elle ne va pas nous attendre, puis elle va nous asservir. C'est une position aussi. Il y en a d'autres, c'est au contraire, quand l'intelligence artificielle va atteindre notre niveau, on va fusionner, on va pouvoir télécharger nos cerveaux dans le cloud et devenir immortel. Voilà, c'est un peu la position transhumaniste. Et finalement, celle dont moi je veux parler, c'est celle-là. C'est que, oui, on voit l'intelligence artificielle qui progresse, mais il y a un espèce de plafond de verre, un critère de démarcation qu'elle n'arrivera jamais à franchir, parce que l'intelligence humaine, elle a une particularité. Alors, on va essayer de voir quelle serait cette particularité. Mais en tout cas, il y en a une, et l'intelligence artificielle, elle n'arrivera pas à franchir ce plafond de verre. Alors, ce qu'on va voir un peu dans cette présentation, c'est qu'effectivement, le niveau de l'intelligence artificielle monte. On va voir que même, parfois, selon les critères qu'on considère, elle a déjà franchi les critères. Il n'y a pas de suspense, hein, je veux dire, le jeu de Go, voilà, on pouvait dire le jeu de Go c'était la frontière, on l'a passé. D'accord ? Mais, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que l'intelligence humaine, parfois, les critères qu'on met, elle ne les passe pas non plus. D'accord ? Et en fait, peut-être que des fois, on est un peu trop dur avec l'intelligence artificielle, au point que nous, les humains, on ne passe pas non plus ces critères-là. Voilà, donc ça, c'est pour vous présenter un peu le problème. Et maintenant, on va voir justement quelques critères de démarcation que j'ai. Voilà, chaque fois que j'en rencontre un, je le collectionne, et puis j'essaie de l'appliquer presque naïvement, en fait, et de voir qui passe le test. Voilà, c'est un peu comme si on avait plusieurs tests de Turing. Voilà, le test de Turing, c'est essayer de faire croire à un humain, qu'une machine essaie de faire croire à un humain qu'elle est elle-même un humain. Et il y a peut-être d'autres critères comme ça. Parce qu'on va voir que dans ce qui est de la conversation, on est déjà pas très loin. D'accord ? Le premier critère que je vais relater, c'est que, à la différence des humains, les machines sont entraînées par les humains. S'il n'y avait pas les humains, les machines, elles ne pourraient rien faire. Voilà. Donc, c'est le cas classique de l'apprentissage supervisé. Il faut d'immenses corpus à noter à la main pour entraîner la machine. S'il n'y avait pas des corpus comme ImageNet, la machine n'apprendrait rien, elle ne pourrait pas apprendre d'elle-même. C'est ce qui fait dire, par exemple, à Jaron Lanier, qui a écrit un bouquin « À qui appartient notre futur ?». Il dit « Les machines sont des humains déguisés ». C'est-à-dire qu'en fait, elle va piocher dans la data, la data, elle, a été créée par un humain, et elle fait que régurgiter un peu naïvement ce qui a été fait par un humain. On a mis une boîte autour de l'humain pour déguiser la machine. Donc, si on suit ce critère-là, les machines, on peut dire, voilà, le critère d'être intelligent, c'est que la machine n'est pas intelligente parce qu'elle est entraînée par un être humain. Alors, par qui sont entraînés les êtres humains ? Voilà, donc moi j'ai un modèle comme ça à la maison, un petit peu plus vieux. Si je lui apprends rien, il apprend rien. Hein. Alors si, il va apprendre un peu quelques trucs. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est moi qui lui apprends vraiment ? Oui, moi je vais lui apprendre des choses, mais s'il apprend tout seul, c'est qu'en fait il a été entraîné par la sélection naturelle. C'est-à-dire que les humains qui n'avaient pas certains comportements, comme se nourrir, comme se reposer, comme se mettre à l'abri, ils ont disparu. Finalement, c'est la sélection naturelle qui a fait le boulot de les entraîner, et puis ceux qui n'étaient pas bien entraînés, ils ont disparu, ils n'ont pas eu la chance de survivre. Mais si on veut que les humains ils apprennent à parler, si on veut qu'ils sachent le nom des choses, si on veut qu'ils arrivent à reconnaître ce qui se passe dans une image ou dans une vidéo, il faut qu'il y ait un humain aussi qui le guide, et c'est ce qu'on fait avec un bébé tout le temps. Lui, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est papa, ça c'est maman. Donc les humains aussi sont entraînés par les êtres humains. Donc le critère, si on l'applique strictement,
les humains ne sont pas intelligents, en tout cas pas plus que les machines. Voilà, donc ça c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est... alors ça, c'est un argument, en fait, finalement, il y aurait quelque chose de peut-être un argument matériel, finalement, que le cerveau, il aurait une capacité spéciale, qui fait qu'il arrive à faire la même chose qu'une machine, mais avec une puissance vraiment infime. Il y aurait un tel ordre de grandeur entre ce que fait la machine, et, entre l'énergie dont a besoin la machine et l'énergie nécessaire au fonctionnement du cerveau, que là on pourrait dire, là oui, il y a vraiment une différence de nature, cette différence de consommation cache une différence de nature entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc là, voilà, je vais citer Luc Julia. Elle a besoin pour gagner de s'appuyer, donc il parle d'AlphaGo, pardon, c'est peut-être pas clair. Elle a besoin pour gagner de s'appuyer sur l'équivalent de la puissance de calcul de 2000 ordinateurs domestiques. Une énergie folle pour jouer au Go, quand dans le même temps, l'esprit humain dépense 20 Wh, l'équivalent d'une ampoule de faible puissance. D'accord ? Donc là aussi, j'ai pris au pied de la lettre, parce que finalement, quand on dit 20 Wh, effectivement, le cerveau il a une puissance de 20 watts environ, mais c'est uniquement le moment où Lee Sedol, donc qui a affronté AlphaGo, c'est seulement au moment de la partie. Alors là, les chiffres qu'il a donnés, c'est aussi les chiffres de l'entraînement d'AlphaGo. Mais Lee Sedol, c'était pas la première fois qu'il faisait une partie de Go de sa vie. Lui aussi, il s'est entraîné, et lui aussi, il a passé du temps. Et lui aussi, il a fait travailler son cerveau pendant un certain nombre d'heures. Alors déjà, on va se pencher un peu sur la quantité d'énergie nécessaire pour AlphaGo. Alors déjà, on voit que ça descend très vite. Hein. AlphaGo Lee, donc qui a battu Lee Sedol, il avait besoin de 48 TPU, les Tensor Processing Unit, donc c'est du hardware spécifique pour faire du deep learning, mais déjà, quelques années, je crois que c'est même quelques mois plus tard, AlphaGo Master et AlphaGo Zero, eux, ils tournaient que sur 4 TPU. D'accord ? Et on voit que AlphaGo Master, il a mis 40 jours, pardon, l'échelle c'est des jours, voilà, il a mis 40 jours pour devenir en fait la meilleure entité de joueurs de Go du monde. Alors, on va détailler un petit peu le calcul. Donc, il lui faut 40 jours pour devenir le meilleur joueur de Go. Un TPU, sur Wikipédia, c'est entre 28 et 40 watts de consommation. 4 TPU, c'est 160 watts. On a dit, le cerveau humain, c'est 20 watts. Donc, pendant le temps de la partie, les deux utilisent, donc AlphaGo, lui, il utilise ses 4 TPU, et Lee Sedol, il utilise son cerveau. Donc, pendant la partie, il y en a un qui utilise 160 watts, et l'autre qui a besoin de 20 watts. Donc déjà, à dire l'ordre de grandeur faramineux d'écart qu'il y avait au début, on voit qu'il n'est pas si grand que ça. Maintenant, si je regarde sur l'entraînement, il a mis 40 jours. 40 jours pour devenir le meilleur joueur de la planète. 40 jours, c'est 24 heures, et 4 TPU, c'est 160 watts. Ça nous fait donc 153 kilowatts pour devenir le meilleur joueur de Go de la planète. Alors, combien de temps a mis Lee Sedol pour s'entraîner? Alors ça, malheureusement, on n'a pas de chiffres, hein. Il n'a pas fait un petit spreadsheet où il notait toutes les heures qu'il passait à s'entraîner. Mais donc Ericsson, dans un article dédié à l'expertise, a essayé d'évaluer en fait combien de temps les gens passent pour devenir un expert dans leur domaine. Et l'ordre de grandeur, c'est entre 3000 et 30 000 heures pour devenir un expert. 30 000 heures, si vous regardez, c'est 3 heures par jour pendant 10 ans. À mon avis, c'est à peu près ce que passe Lee Sedol pour s'entraîner aux échecs, au Go. 3 heures par jour, et peut-être même plus que ça, et peut-être même depuis plus que 10 ans, hein, certainement même. Donc on va dire, je vais être généreux, je vais prendre entre 3000 et 30 000 heures, à 20 watts, et il a fallu Lee Sedol entre 60 kWh et 600 kWh pour devenir le meilleur joueur de Go humain de la planète. Donc là encore, l'ordre de grandeur faramineux qu'on nous présentait au début, il n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Pour s'entraîner, les deux machines, hein, la machine humaine et la machine Tensor Processing Unit, ils ont besoin à peu près de la même énergie. C'est le même ordre de grandeur. Voilà, il n'y a pas de miracle dans le cerveau humain. Alors, un autre critère. Les machines apprennent avec très peu d'exemples. Donc ça aussi, je pense que c'est un argument qu'on entend ah pardon, j'ai dit les machines, mais c'est les humains, hein, l'argument qu'on entend plutôt. Mais on verra que les machines aussi. J'ai spoilé, désolé.
Alors, pour qu'une machine reconnaisse des chaises, des chiens ou des chats, il faut d'abord lui montrer des milliers d'images étiquetées dans chaque catégorie, alors qu'un petit enfant, auquel on montre 3 dessins d'un éléphant, saura ensuite reconnaître un éléphant dans une photo. Donc ça, c'est encore Yann Lequin. Je ne fais pas une fixation sur Yann Lequin, d'autant plus que si vous regardez j'ai laissé en dessous le titre de l'article dans lequel il dit ça, c'est « Les machines vont arriver à une intelligence de niveau humain ». Donc je pense que et c'est même ce qui transparaît dans le livre La plus belle histoire de l'intelligence. Yann Lequin, il y croit que la machine va arriver au niveau humain, mais je pense que c'est aussi une petite manie qu'on a. On a un peu peur que la machine nous rattrape, donc on essaie de toujours poser un nouveau jalon, une nouvelle petite ligne que la machine pourrait ne pas franchir. Alors, si on regarde pour la vision, donc j'ai regardé à peu près combien d'images par seconde on voit. Dans notre cerveau, il enregistre entre 20 et 50 images par seconde. Voilà, c'est à peu près bien fait, parce que c'est les fréquences de rafraîchissement des écrans. Je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf dans cette histoire. Si je prends un corpus de référence, ImageNet, c'est aujourd'hui 14 millions d'images à noter. Alors bien sûr, les images qu'on enregistre en permanence quand on regarde, elles ne sont pas faites comme un corpus d'images qui, lui, est fait pour maximiser la quantité d'informations qu'on peut apporter à une machine, mais en fait, depuis peu, il y a justement des nouvelles tâches de machine learning qu'on appelle few-shot learning, et là même, je vous présente du one-shot learning, c'est-à-dire qu'on a montré qu'un seul exemple de chaque classe à un algorithme. Et donc, si vous voyez, effectivement, en 2016, on pouvait dire que les performances étaient vraiment pas terribles. Vous reconnaissez moins de 50% du temps. Mais, voilà, vous voyez, on est en janvier, je vois pas le graphe, ouais, jusqu'à janvier 2020. Et là, là, on est déjà à 70%. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a une classe d'écart entre l'humain et la machine. On est toujours finalement un peu du même côté de ce critère de démarcation. Il faut savoir que les humains, ils ne font pas 100% non plus sur ImageNet. Ouais. Les gens se plantent aussi. On va voir même d'ailleurs sur un autre corpus, on se plante beaucoup. Personne ne fait même 100 ou 95% sur les corpus d'entraînement. C'est des corpus qui sont très compliqués, même pour un humain. Et c'est compliqué parce que tout simplement, la bonne réponse, elle n'existe pas forcément. Chez Wizbee, on avait besoin justement d'étiqueter quelques offres d'emploi. Et donc tous les matins, chaque employé recevait un petit message et il devait étiqueter 5 jobs à la main. Mais sur la plupart des jobs, personne ne donne la même réponse. C'est-à-dire que où elle est parfois la limite entre commercial et vente, dans les différents types de développeurs, y en a qui vont dire ça ressemble quand même plus à sysadmin, ah oui mais là c'est quand même un peu dev, etc. Donc personne n'est d'accord et la bonne réponse n'existe pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est pas possible de faire 100%. Donc quand on fait 70%, c'est déjà pas mal. Alors, une deuxième tâche de ce type, c'est les tâches de vocabulaire, donc une tâche qui s'appelle GLUE, General Language Understanding Evaluation. C'est le benchmark état de l'art sur la compréhension écrite. Voilà. Et là encore, alors ça c'est quelque chose qui est assez surprenant, parce qu'on a l'impression qu'un bébé il apprend à parler en entendant très peu de mots. On a l'impression que quand je demande aux gens, ils me disent ils doivent entendre, je sais pas, 10 000, 50 000 mots par an. On entend entre 3 et 30 000 mots par jour. Et un bébé, même on entend tous, entre 3 millions et 11 millions de mots par an. Voilà, donc c'est assez énorme. Donc au cours de notre vie, voilà, on peut dire entre 800 millions et 1 milliard de mots, on va entendre au cours de notre vie. Et donc c'est ça qui petit à petit va enrichir notre langage. BERT, qui est aujourd'hui l'algorithme état de l'art en traitement des langues, il est entraîné sur Book Corpus, et c'est un corpus qui contient 1 milliard de mots. Donc là aussi, pour atteindre le même niveau, on a des corpus qui sont à peu près équivalents. Il n'y a toujours pas ces ordres de grandeur qui feraient qu'il y a une différence de nature, il n'y a qu'une simple différence de degré aujourd'hui entre l'humain et la machine. Et d'ailleurs, la différence, maintenant, elle n'est plus du tout à notre avantage, c'est-à-dire qu'il y a un classement qui tient à jour le classement des algos sur la tâche GLUE, et si vous cherchez les humains, ils sont là. Voilà. On est 9e. Donc il y a déjà 8 machines qui nous battent sur de la compréhension écrite. Voilà. Pas rigolo. Et justement, en fait, j'ai entendu parler la première fois que j'ai entendu parler de ces algos qui nous ont battus sur des tâches de compréhension écrite, c'est dans cet article, un article de Quanta Magazine. Et le titre, c'est
Les machines battent les humains à un test de compréhension, mais est-ce qu'elles comprennent vraiment? Et voilà, il y a 8 algos qui nous battent, et encore on dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris? Visiblement oui, puisqu'ils sont meilleurs que nous. Oui, mais ils n'ont pas compris, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on fait glisser petit à petit les critères de l'intelligence, on les fait glisser vers un autre concept qui est tout aussi difficile à définir, c'est que en fait on est en train de dire que les machines elles n'ont pas de conscience. C'est-à-dire, on va dire ok, elles nous battent, elles sont plus intelligentes, mais elles comprennent même pas qu'elles nous battent. Voilà. Donc c'est un petit glissement qu'on est en train de faire parce que en fait je pense que on voit qu'on rajoute à chaque fois une frontière et à chaque fois la frontière elle est passée et donc on est en train de partir sur une autre échelle et de dire bon bah ok on abandonne l'intelligence, on voit qu'on va se faire rattraper et nous on est dans un autre on est sur une autre échelle quoi, voilà, tout simplement. Alors ça c'est pour l'autre échelle, on va en parler un petit peu. Voilà, c'est exactement ça. Les machines ne savent pas pourquoi elles ont pris une décision. Donc ça, c'est un titre que j'ai lu sur le blog Towards Data Science. Voilà, l'IA est inutile si elle n'apprend pas à s'expliquer. Et le deuxième article qui évoque ce sujet, c'est un article de Technology Review à propos d'une intelligence artificielle qui est déjà utilisée dans les tribunaux américains. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui donne un score, une prédiction de récidive des personnes qui sont en train d'être jugées, et ça doit aider le juge à avoir un jugement plus impartial. Elle a fait beaucoup parler d'elle, cette intelligence artificielle, parce que finalement les données sont biaisées, les données sur lesquelles elles sont entraînées, puisqu'on sait qu'il y a des gros problèmes aux États-Unis liés à la couleur de peau, c'est-à-dire que cette IA, elle est beaucoup plus sévère avec les personnes de couleur qu'avec les blancs. Donc finalement, on s'est dit, bah oui, mais le problème, c'est que l'IA, elle ne peut pas expliquer. Alors que si c'était un juge qui prenait la décision, au moins le juge, il peut expliquer. Donc c'est ça qui serait important. Donc là, déjà, je vais passer sur le fait que un juge que j'accuserais d'être raciste, il ne va pas me dire, oui, je suis raciste. Hein, il va se défendre. Il va être de mauvaise foi, il peut mentir, donc finalement la justification, quelle valeur on peut lui donner, si jamais il y en a une. Mais je vais aller encore plus loin que ça, admettons même qu'il soit de bonne foi, et qu'il nous donne une raison vraiment complètement de bonne foi, peut-être même un peu candide. Est-ce que ça serait la bonne raison? Alors on va voir une petite expérience qui date de 1969, pour montrer que les gens ne savent pas toujours pourquoi ils font ce qu'ils font, et que leur justification, du coup, elles n'ont pas forcément grande valeur. On a fait venir des participants, alors ils pensent qu'ils viennent pour remplir un questionnaire et que c'est ça la tâche qui est évaluée, et c'est pour ça qu'ils sont venus. Sauf que c'est pas du tout ça. Si vous êtes familier des expériences de psychologie, c'est des petits pièges qu'on fait souvent. L'expérimentatrice s'absente, elle va dans la pièce à côté, elle disparaît. Donc la personne continue de remplir son questionnaire, elle voit plus du tout l'expérimentatrice. Et là on entend un bruit sourd dans la pièce d'à côté, et l'expérimentatrice dit « Ah, mon pied, j'ai mal, il est coincé ». Il y a une situation de contrôle et une situation test. Donc la situation de contrôle, le cobaye est seul. Voilà, donc il reste tout seul dans la pièce et il entend la personne à côté qui a mal. Dans le deuxième cas, il n'est pas tout seul, il y a une autre personne qui est là pour remplir le questionnaire, mais cette personne-là est un complice de l'expérimentateur et elle fait exprès d'avoir un comportement complètement détaché par rapport à ce qui se passe. Voilà, il lève les yeux aussi, il hausse les épaules pour montrer que finalement c'est pas si important que ça. La question c'est, du coup, quel est le comportement dans le cas 1 et le cas 2? Combien de personnes vont voir ce qui se passe? D'accord? Et on va essayer de voir si la deuxième personne a influencé ou pas le comportement du cobaye. Alors, donc le cas 2, c'est donc le cas test, hein, et ils sont influencés par le complice. On leur a posé la question, est-ce que vous vous seriez comporté différemment si vous aviez été seul? D'accord? Et surtout, on va poser la question à ceux qui ne se sont pas levés. On va dire, vous vous êtes pas levé, vous n'êtes pas allé voir, il y a quand même une personne qui a l'air d'être dans une situation de détresse, vous n'êtes pas levé, et est-ce que le comportement de la personne à côté a eu une influence sur vous? Donc là, on parle quand même à des gens qui, finalement, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ne sont peut-être pas bien comportés moralement. En tout cas, on leur
donne quand même une excuse sur un plateau. Hein, on se dit, bah, est-ce que c'est pas l'autre aussi qui vous a influencé? Enfin, voilà. Donc ils répondent oui dans l'autre sens, c'est-à-dire que non, j'ai complètement raté, pardon. Et répondent non, ils ne se seraient pas comportés différemment s'ils avaient été seuls, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas allés voir non plus. Pardon, complètement raté, pardon. Donc ils auraient fait exactement pareil, ils ne se seraient pas levés non plus s'ils avaient été seuls. Est-ce que vous saurez? Oui, mais ils ne sont pas comportés différemment. Enfin, ils disent qu'ils ne se seraient pas comportés différemment. Est-ce que vous saurez comportement? Ah oui, d'accord. Bon, on s'est compris. Donc du coup, ce qui veut dire que finalement, ils disent que on devrait voir exactement le même comportement dans les deux cas si on les écoute. C'est-à-dire que dans le cas 1, quand ils sont tout seuls, 70% des gens se lèvent et vont voir dans la pièce d'à côté. Voilà, parce que finalement, quand on est tout seul, on se dit, il n'y a que moi pour l'aider peut-être. Dans le cas 2, seulement 7% des gens sont allés voir. Voilà. Donc il y a une influence énorme du comportement de la personne à côté d'eux, mais ils sont incapables de le citer et ils sont persuadés qu'ils ont pris leur décision tout seuls. Voilà. Donc la justification que les gens donnent, déjà elle peut être de mauvaise foi, ça peut être un mensonge, mais en plus, même quand ils sont de bonne foi, elle n'est pas forcément la bonne. Donc quelle valeur on peut donner à la justification? Et est-ce que le fait de pouvoir se justifier, c'est vraiment ça qui va nous séparer de la machine? Moi, je ne suis pas persuadé non plus. Voilà. Alors, la dernière chose qu'on va voir, c'est est-ce que peut-être finalement les machines, aujourd'hui, elles arrivent à changer, à imiter finalement le comportement humain, à faire matcher les entrées et les sorties, mais peut-être que si on regarde vraiment dans la boîte, ça ne marche pas pareil. D'accord? Et si ça marche pareil, et ça c'est ça qui m'a le plus surpris, et c'est ça qui m'a vraiment poussé à en parler et à partager un peu cette découverte, c'est que notre cerveau est bayésien. Et donc si vous êtes un peu familier du machine learning, et si vous ne l'êtes pas je vais vous le dire, il y a beaucoup d'algorithmes, quasiment la plupart, qui sont basés sur l'inférence bayésienne. D'accord? Et une des caractéristiques de l'inférence bayésienne, c'est que quand on n'a pas assez d'informations pour prendre une décision, on va utiliser un a priori. Donc on a toujours un a priori, on a une nouvelle information, et on met à jour notre a priori qui devient un posteriori, et qui nous permet de prendre une décision, et puis le cycle recommence à chaque fois qu'on récupère des nouvelles informations. Donc là, je pense que tout le monde voit 5 demi-sphères en relief et une demi-sphère en creux. Est-ce qu'il y a des gens qui voient différemment? Bon. Pourtant, il n'y a pas... je pense qu'on est d'accord que théoriquement, on pourrait voir l'inverse. Hein, si je renverse l'image, on voit tous l'inverse, cette fois-ci. On voit tous 5 creux et une demi-sphère en relief. D'accord? Donc c'est bien la preuve, à mon avis, qu'il n'y a pas assez d'informations dans cette image pour décider. Et pourtant, on prend tous la même décision. Et c'est parce qu'on a tous le même a priori. Et l'a priori, c'est que la lumière vient d'en haut. Voilà. Parce que c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, que ce soit en intérieur comme ici, ou dehors, avec le soleil. Voilà. Donc ça, c'est plus, on va dire, une mise en bouche pour montrer que le cerveau est bayésien, en tout cas qu'il a ce fonctionnement à partir d'a priori, d'ingurgiter de nouvelles informations et de prendre sa décision sur comment il va interpréter cette image. Et alors ça, c'est une petite expérience qui a été faite sur des bébés qui ont vraiment quelques mois, ils ont entre 4 et 6 mois. C'est une expérience qui est faite avec une jarre pour tester la surprise des bébés. Donc il y a, pareil, toujours une situation de contrôle, une situation de test, et on va surprendre le bébé. Donc il y a une expérimentatrice qui tire des balles d'une jarre, et elle va tirer une majorité de balles rouges. Voilà, donc le bébé voit finalement petit à petit 4 ou 5 balles rouges pour une balle blanche qui sont sorties de la jarre. Dans le cas de contrôle, ensuite, l'expérimentatrice ouvre la jarre et on voit qu'il y a une majorité de balles rouges. Donc c'est tout à fait normal, s'il y a plein de balles rouges en majorité dans la jarre, c'est normal de tirer plus de balles rouges. Mais parfois, on fait un petit tour de magie et ce qu'on montre au bébé, c'est on lui montre une urne qui est pleine de balles blanches. Et le bébé est surpris. Donc là, la mesure qu'ont fait les expérimentateurs, c'est ils mesurent combien de temps le bébé fixe l'urne. Et donc non seulement plus la situation est improbable,
plus le bébé va fixer l'urne longtemps, mais en plus, donc ils ont même fait des tests avec différents ratios, et en fait, le temps que le bébé va passer est inversement proportionnel finalement à la probabilité de la situation. Donc plus la situation est improbable, plus le bébé va fixer longtemps la jarre. Donc, et c'est fait sur des tout petits bébés, quoi. Donc c'est probablement même câblé avant la naissance, le raisonnement bayésien, dans notre cerveau. Ils ont même fait l'expérience inverse, où on voit une jarre avec plein de balles en mouvement, dans laquelle il y a une majorité de balles rouges. On ferme cette fois-ci la jarre, et on tire une balle blanche, et là encore, le bébé est surpris. Donc en plus, il montre que du coup, il arrive à faire les inférences classiques et les inférences inverses. Voilà, donc c'est assez surprenant. Donc notre cerveau, il a exactement le fonctionnement algorithmique de notre cerveau, il est exactement le même que celui des algos de machine learning. Voilà, donc on va arriver maintenant à une conclusion. Parce que, en tout cas, j'espère au moins vous avoir mis le doute si je ne vous ai pas convaincu, mais qu'il n'y a pas d'écart énorme entre la machine et entre l'intelligence de la machine et l'intelligence humaine. Et je pense que si on n'arrive pas à trouver cet écart, c'est parce que l'intelligence, c'est tout simplement un concept mal défini. Donc, si vous avez remarqué, c'est que moi, pour l'instant, je n'ai pas donné ma définition de l'intelligence, je ne me suis pas aventuré à donner ce critère. Et justement, on va un petit peu se pencher sur qu'est-ce que serait cette définition de l'intelligence. Alors, avant moi, en 2007, il y a quelques chercheurs qui ont fait, c'est un petit article très court, mais ils ont compilé des tas de définitions de l'intelligence, certaines qui viennent tout simplement de dictionnaires, donc des définitions populaires, certaines qui viennent de chercheurs en psychologie et en sciences cognitives, et d'autres qui viennent de chercheurs en intelligence artificielle. Alors voilà, c'était juste pour montrer qu'elles étaient vraiment diverses et variées, qu'elles ont toutes peut-être quelques points communs, mais on n'arrive pas forcément à sortir en tout cas la définition. Et je pense même que si on disait « Ah ben c'est celle-là la définition », on pourrait, comme je l'ai fait avant, trouver un contre-exemple où soit les humains et la machine sont tous les deux en dessous du critère, soit l'humain et la machine sont tous les deux au-dessus du critère. Et ça ne nous aiderait toujours pas à résoudre cette différence entre l'humain et la machine. Voilà, on peut peut-être regarder celle de M. Boring, qui porte peut-être bien son nom. L'intelligence, c'est ce qui est mesuré par les tests d'intelligence. Voilà, Binet, c'est l'inventeur du test de QI. Ça semble être une faculté fondamentale dont l'altération rend la vie pratique compliquée. Voilà, c'est soit trop vague, soit trop vague et en fait on n'a pas envie que tout soit considéré comme intelligent. Voilà, Marvin Minsky, la capacité de résoudre des problèmes difficiles. Donc c'est trop vague, quoi, parce que dans ce cas-là, le Go c'est un problème, battre un humain au Go c'est un problème difficile et c'est bon, c'est fini, on l'a fait. Dans cet article, il y a 71 définitions de l'intelligence. Donc à la fin, les chercheurs ils se sont dit, nous on a compilé 71 définitions de l'intelligence, on a trouvé un point commun, et donc on va énoncer notre définition de l'intelligence. Donc maintenant il y a 72 définitions de l'intelligence. Voilà, donc c'est un peu la même histoire, il y a 14 standards, je vais faire un standard pour les unifier tous, maintenant il y a 15 standards. Voilà, donc ça va pas nous aider. Alors, pourquoi on n'arrive pas finalement à mettre le doigt sur ce qu'est l'intelligence ? Je vais prendre un concept qui est beaucoup plus simple que le concept d'intelligence, qui a peut-être en plus moins d'enjeux, moins de crispation dessus, parce que je pense qu'il y a une crispation justement à voir la machine qui nous rattrape ce plan d'intelligence. Et donc ça c'est un texte vraiment très court de Wittgenstein qui est spécialiste donc qui était un philosophe du langage et spécialiste de la logique. Et il nous prend aussi un concept qui lui-même n'est pas clairement défini, c'est celui des jeux. Voilà, il nous dit, je veux dire les jeux de pions, les jeux de cartes, les jeux de balles, les jeux de combat. Il doit y avoir quelque chose de commun à tous, sans quoi ils ne s'appelleraient pas des jeux. Si tu le fais, tu ne verras rien de commun à tous. Et donc c'est un peu le même problème, c'est que le mot jeu, il a un peu existé avant qu'on définisse vraiment ce que c'est qu'un jeu. Si je prends deux jeux entre eux, je peux toujours trouver une ressemblance entre deux jeux.
Mais si je prends tous les jeux, je ne vais pas trouver un point commun à tous les jeux. Si je prends voilà, les jeux de cartes ou les Jeux Olympiques, c'est pas, ils ont peut-être un point commun, mais si je veux trouver un point commun à tous les jeux qu'il énonce, les jeux de cartes, les jeux de pions, les jeux de balles, je ne vais pas trouver ce point commun. Je vais soit exclure des choses que tout le monde considère comme des jeux, soit je vais englober des choses qui ne sont pas des jeux. Voilà, notre exemple, y a-t-il toujours un vainqueur et un vaincu? Les joueurs sont-ils toujours en compétition? Bah non, il y a des jeux où on joue tout seul, il y a des jeux où tout le monde gagne, il y a des jeux où on ne peut pas gagner. Voilà. Donc il n'y a pas de critères non plus pour définir ce que c'est qu'un jeu. Donc on comprend bien que ce que c'est que l'intelligence, c'est encore plus compliqué à définir. Alors là, je vais vous parler d'un autre problème. Donc je vais faire le parallèle avec ce qu'on appelle le problème de la démarcation. C'est pour ça que j'ai utilisé au début le problème de la démarcation. Et le problème de la démarcation, c'est c'est trouver un critère qui permet de faire la différence entre la science et la pseudo-science. Et finalement, nous, un peu ce qu'on a cherché, c'est ce qu'il existe un critère qui permet de faire la différence entre l'intelligence, la vraie, la nôtre, et la pseudo-intelligence, l'intelligence des machines. C'est un problème qui a plus de 100 ans en philosophie des sciences, et c'est un problème qui n'a pas de solution. Hein, et la solution, c'est qu'il n'a pas de solution. Hein. C'est-à-dire que Karl Popper, lui, c'était le premier, c'est lui qui a formulé le problème, et il avait proposé le critère de réfutabilité pour qualifier un énoncé scientifique. Mais par la suite, donc Thomas Kuhn, qui est, je pense, peut-être le plus connu après Karl Popper, qui a écrit la structure des révolutions scientifiques, il a démontré que ce soit Kuhn, Feyerabend ou Chalmers, qui sont tous des philosophes des sciences qui sont arrivés après Popper, ils ont tous montré l'approche de cette faille par critère. Et même Feyerabend, finalement, lui, c'était le spécialiste, il s'est amusé à démonter tous les critères et puis à montrer que si votre critère pour la scientificité c'est ça, alors l'astrologie c'est scientifique, ou alors si votre critère pour la scientificité c'est ça, et finalement la physique c'est pas scientifique. Voilà, donc à chaque fois que quelqu'un veut figer la définition et en faire une définition précise, on va avoir un problème de qui est du bon côté ou pas de la définition. Et ce qui fait dire donc, à Pigliucci, qui écrit un bouquin Nonsense on Stilts, où il vulgarise vraiment très bien ce problème. Il montre que c'est tout simplement un continuum et il ne faut pas chercher à mettre le doigt précisément à cette séparation. Voilà. Oui, un tout petit mot sur Feyerabend, parce que je reviendrai juste après là-dessus. Il a démonté, en fait, il a écrit un bouquin qui s'appelle Contre la méthode, où il démonte toutes les méthodologies scientifiques, si bien qu'à la fin, il conclut « anything goes ». Tout marche. C'est-à-dire qu'il a même défendu qu'on pouvait ouvrir des écoles de magie, qu'on pouvait enseigner le créationnisme à l'école. En fait, il y a tellement de découvertes scientifiques qui ont été faites par hasard qui ont été faites par hasard que, en fait, on peut tout tenter, quoi. On verra bien, il y a peut-être quelque chose qui va en sortir. Alors, je voudrais pas non plus qu'on retienne de ça que l'intelligence, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas une définition de l'intelligence que l'intelligence n'existe pas, parce que, en fait, l'intelligence, on la reconnaît quand on la voit. Donc, I know it when I see it, c'est une phrase qui a été prononcée par un juge, donc c'était dans le cas pour définir si une œuvre était obscène ou pas. Donc là encore, c'est un critère qui est assez compliqué à mettre, puisque finalement, si on met un critère trop strict, et c'est ce qui existait avant la règle, avant qu'elle soit énoncée de cette façon par le juge Stewart, cette règle-là, elle avait conduit par exemple à censurer des œuvres de Balzac et Flaubert aux États-Unis, au prétexte qu'elles étaient obscènes. Voilà. Et donc le juge Stewart, il a eu justement cette intelligence de dire je ne vous donnerai pas aujourd'hui une définition de l'obscénité, mais l'obscénité, je la reconnais quand je la vois. D'accord ? Et finalement, je pense qu'il a été très sage de ne pas donner de définition, et c'est le même problème. L'intelligence, on la reconnaît quand on la voit. Alors à l'inverse, il ne faudrait pas non plus croire que c'est quelque chose de subjectif et on peut avoir chacun notre définition de l'intelligence. S'il y a quelque chose qui se recoupe quand même de toutes ces définitions, c'est qu'il y a bien quelque chose de sous-jacent, un vrai phénomène qui est l'intelligence et qui nous permet à nous tous de reconnaître ce qu'est l'intelligence. Voilà. Alors, petit retour sur le début, parce que finalement on n'est pas plus avancé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce problème de Whooper?
Et mon collègue m'avait dit, bah, pourquoi tu ne mettrais pas un if avant, un if whooper zen instauration. Et bon, j'avais pas envie. Parce que après, je vais mettre, après, il va me dire, bah, if Big Mac, if machin, if, et on va jamais s'en sortir. Et donc du coup, bah, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une présentation pour lui expliquer que eh ben, c'est pas parce que ma machine, elle reconnaît pas le mot whooper que elle n'est pas intelligente. Voilà. Et bah, c'était la première version de cette présentation, et puis je l'ai retravaillée, et bah, je suis venu après vous la présenter. Voilà, merci. On a un peu de temps pour des questions. Bonjour, merci pour cette présentation qui était plutôt cool. Je pense que c'est un sujet d'actualité et qu'on entend souvent parler. Et un peu comme vous, moi je suis frustré quand j'entends parler d'intelligence artificielle, justement parce que entre ceux qui disent oui, c'est juste un enchaînement de if, le fait d'apprendre, etc. Et en fait, je pense que dans le besoin collectif, on a besoin de nous, en tant qu'êtres humains, de définir ce problème-là. Parce qu'après, c'est pas dans la radio, Terminator, machin, tout ça, etc. Ça, en plus, la reconnaissance faciale. Enfin, on est dans un monde technologique qui évolue à une vitesse où, en effet, c'est un besoin et une peur sociétale, entre guillemets. Et moi, en fait, je me suis toujours demandé, à la base, je venais vraiment pour avoir une réponse. Là, je suis un peu déçu. Et en fait, j'ai pas été super fan des exemples parce que je les trouve justement candides. J'ai l'impression qu'on mesure plus la performance de l'intelligence que réellement l'intelligence. Et je pense qu'en fait, dans la façon de définir l'intelligence, je ne vais pas donner une définition, j'ai clairement compris que c'était pas possible, mais je me demande si on ne mélangerait pas ça aussi avec la conscience de l'être humain. Par exemple, pour le premier exemple d'apprendre pour un bébé, je le laisse dans une forêt, un désert, ce qu'on veut, il va bouger, il va faire des trucs, il va vouloir survivre, mais parce qu'il a conscience de lui-même. Une machine, s'il la laisse, elle va rester là, puis ce qui est bien, c'est qu'elle ne va pas s'ennuyer, rien que dalle, donc elle va vraiment rester là. Donc j'aime pas trop cette comparaison-là. Après, plus on avance, plus il y a de la pertinence, mais cette notion-là, je trouve qu'elle est trop souvent éloignée, et justement, dans ce besoin qu'on a de réponse vis-à-vis de l'intelligence, comment vous répondriez à cette notion de conscience qui est vraiment trop mélangée? Oui, merci pour la question, parce que c'est exactement ça le problème, c'est que finalement, les notions d'intelligence et de conscience, elles sont mélangées. Et en fait, moi je pense justement qu'on l'a mélangé, parce qu'on s'est aperçu qu'on était en train de perdre sur le terrain de l'intelligence. Et finalement, c'est exactement ça, pour moi c'est symptomatique dans le titre de l'article. La machine, elle est plus intelligente que nous, mais est-ce qu'elle a compris? Et en fait, comprendre, ça serait effectivement, du coup, pas de la cognition, de la métacognition, c'est-à-dire qu'elle a compris qu'elle nous a battus. Donc, et finalement, dans le bouquin de La plus belle histoire de l'intelligence de Hahn et Lequin, ils sont tout à fait d'accord finalement sur la marche à suivre, sur comment on va mettre en place ce système de métacognition dans les machines. Et finalement, quand on aura mis en place ce système de métacognition, qu'est-ce qu'on va dire alors après, qu'est-ce qu'on va trouver, et je pense en plus que l'intelligence humaine, ça va être comme la conscience. Enfin, on va se poser les mêmes questions du coup sur la conscience. Et si vous avez un peu entendu parler de philosophie de l'esprit, il y a justement un courant de la philosophie de l'esprit qui est en train finalement de dominer la philosophie de l'esprit, qui s'appelle l'illusionnisme, et qui dit qu'on a une illusion de conscience, mais qu'on n'a pas de conscience non plus. Donc ça va être en fait, je pense que le problème va être résolu de la même façon. On s'aperçoit que si on veut dire que les machines ne sont pas intelligentes, alors on n'est pas intelligent non plus. Et quand on va dire les machines n'ont pas de conscience, on va dire les humains non plus n'ont pas de conscience.